Lorsqu'on dit qu'il faut laisser faire la nature, l'idée paraît simple. Ne pas intervenir, ne pas tuer et laisser les équilibres naturels fonctionner. Mais moi je me suis posé une question. Qu'est-ce que ça signifie réellement pour les animaux concernés? En effet, une population peut être limitée par la prédation, par une baisse de la reproduction, par des maladies, des parasites ou même le manque de nourriture. Tous ces mécanismes peuvent empêcher les effectifs d'augmenter indéfiniment. Pour autant, ils n'ont ni les mêmes conséquences écologiques, ni le même coût pour les individus. A l'inverse, intervenir ne signifie pas automatiquement améliorer leur sort. Un prélèvement peut effectivement éviter une agonie, mais il peut aussi blesser, déranger, être mal calibré ou ne produire aucun bénéfice démontrable. L'ASPAS écrit que la nature se débrouille très bien toute seule, One Voice affirme que les loups sont des prédateurs qui s'autorégulent. Ces deux phrases pourtant ne parlent pas exactement de la même chose. La première défend une philosophie générale de libre évolution. La seconde affirme qu'une population de prédateurs peut être limitée par ses propres mécanismes. Mais elle renvoie pourtant à deux idées souvent associées dans le débat public. Première idée, puisque la nature possède ses propres mécanismes de régulation, la régulation humaine serait écologiquement inutile. Deuxième idée, même lorsqu'il pourrait être utile, l'être humain ne serait pas moralement autorisé à tuer. Ces deux propositions sont différentes et toute cette vidéo va consister à ne pas les confondre. Parce qu'en écologie, dire qu'une population s'autorégule signifie seulement que ses effectifs finissent par être limités. Ça ne nous dit absolument pas comment ni ce que vivent réellement les animaux. Et ça nous dit pas non plus ce que les humains ont moralement le droit de faire. Mais avant d'examiner les conséquences de la régulation ou de son absence, il faut délimiter précisément la question. Cette vidéo ne cherche pas à fournir une justification générale de la chasse. Toutes les chasses, loin s'en faut, ne se présentent d'ailleurs pas comme des opérations de régulation. Chasser la bécasse, le gibier d'eau ou la grive ne consiste pas à prétendre empêcher une famine, à réduire une population ou corriger un déséquilibre écologique. Ces pratiques peuvent être défendues sur bien d'autres terrains. L'alimentation, la passion du travail du chien, l'héritage familial, ou simplement l'usage durable d'une ressource naturelle. On peut évidemment discuter chacune de ces justifications, mais ce n'est pas la question que pose cette vidéo. Ici, la question est plus précise. Que se passe-t-il réellement lorsqu'on choisit de réguler une population, ou au contraire, de ne pas intervenir? Et surtout, quelles conséquences ces deux choix ont pour les animaux, les populations et les écosystèmes? Pour examiner les cas qui vont suivre, gardons donc trois questions en tête. Première question, que vivent les individus? Souffrent-ils de faim, de maladies, de blessures ou de parasites? Meurent-ils rapidement ou après une longue dégradation? Deuxième question, qu'arrive-t-il à la population et aux écosystèmes? La population persiste-t-elle, augmente-t-elle, s'effondre-t-elle? Et que devient le milieu dont elle dépend? Et enfin, troisième question, quels actes jugeons-nous permis aux humains? Avons-nous le droit de tuer lorsqu'une intervention paraît produire de meilleures conséquences? Ou certains actes restent-ils interdits indépendamment du résultat? Alors ces trois questions peuvent recevoir des réponses très différentes, évidemment. Une population peut persister durablement tout en exposant périodiquement une partie de ses membres à des souffrances sévères. A l'inverse, constater une souffrance naturelle ne suffit pas à démontrer qu'une intervention humaine produirait un meilleur résultat. Et bien sûr, évidemment, aucun constat écologique ne peut à lui seul résoudre le désaccord moral. Alors plutôt que d'opposer une nature forcément harmonieuse à un homme forcément nuisible, on va regarder ce qui se passe réellement dans les deux cas, lorsqu'on intervient et lorsqu'on décide de ne pas intervenir. Autrement dit, que signifie vraiment laisser faire la nature? Oui, cette introduction était longue, mais elle est maintenant terminée. Nous allons pouvoir passer au générique et ensuite à la vidéo. Alors reste là, abonne-toi, le pouce en l'air, t'as l'habitude, et puis rejoins cette chaîne si tu veux du contenu un petit peu à l'arrache, filmé avec mon téléphone, que tu seras le seul à voir parce que Bon, on y va. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Commençons par un cas où la responsabilité humaine est particulièrement difficile à écarter. Un espace façonné et clôturé par l'homme, sans grands prédateurs et sans possibilité de dispersion. Je vous ai déjà parlé de cette réserve néerlandaise au nom imprononçable dans une vidéo que je vous mets en description. Ostvaardersplassen. Voilà, c'est un enclos récent dans lequel des chevaux coniques, des bovins de Heck et des cerf élafs ont été introduits dans les années 80.
Les grands herbivores occupaient environ 1880 hectares au sein d'une réserve beaucoup plus vaste. Pas de grands prédateurs, un espace clôturé donc, et aucune possibilité pour les animaux de quitter les lieux lorsque les ressources se raréfiaient. Au début de l'hiver 2017-2018, la population dépassait 5200 grands herbivores. Entre décembre et avril, 3226 sont morts. Mais il faut immédiatement préciser quelque chose. 89% d'entre eux ont été abattus par les gestionnaires. La réserve n'était donc pas un système dans lequel toute mise à mort humaine aurait été interdite. Le choix portait sur le moment de l'intervention. C'est ça que je trouve intéressant, vous allez comprendre. Les gestionnaires refusaient une réduction préventive régulière des effectifs. Leur raisonnement était que maintenir artificiellement des animaux en bonne condition en réduisant constamment leur nombre obligerait à tuer régulièrement des individus qui auraient peut-être survécu. Ils préféraient donc une intervention réactive. Évaluer les animaux individuellement et les abattre lorsque leur état devenait suffisamment mauvais. On peut comprendre la logique, elle sert à éviter de tuer préventivement des animaux encore en bonne santé. Mais elle produit un autre résultat. La décision de tuer n'est pas supprimée. Elle est reportée jusqu'au moment où la dégradation a déjà commencé. Dans ce système clôturé, artificiellement constitué et dépourvu de prédateurs, le refus de contrôler les effectifs en amont n'a donc pas éliminé la mise à mort humaine. Il en a changé le moment sur la base de principes moraux. Alors ce cas ne prouve pas qu'un prélèvement préventif aurait produit le meilleur bilan possible. Mais il montre une chose essentielle. Refuser une forme d'intervention ne fait pas nécessairement disparaître le problème moral. Mais peut-être cette réserve n'est-elle qu'un cas particulier. Un enclos, un truc fermé. Regardez quand même ma vidéo dédiée pour constater l'horreur absolue qu'ont vécu les animaux dans ce parc, ça vaut le coup. Mais regardons maintenant une population qui vit sans régulation humaine depuis près d'un siècle, et qui continue pourtant de connaître des épisodes de mortalité massive. Changeons complètement de décor. Île de Hirta dans l'archipel écossais de Saint-Kilda. Les moutons de Soay y vivent sans berger et sans grands prédateurs depuis les années 30. La population est suivie depuis des décennies, elle fluctue, elle augmente, elle chute, puis elle augmente à nouveau. En 1989, environ 2/3 des moutons sont morts en seulement 12 semaines. Les autopsies ont montré une malnutrition sévère, aggravée par des parasites intestinaux. À l'échelle de la population, les crashs surviennent lorsque plusieurs facteurs se combinent. Une forte densité, une disponibilité alimentaire insuffisante, et de mauvaises conditions hivernales. La densité rend la population vulnérable jusqu'à ce qu'un hiver difficile révèle cette vulnérabilité. Pourtant, les moutons de Soay sont toujours là. La population persiste depuis presque un siècle. Alors d'un point de vue strictement démographique, le système fonctionne. Les effectifs montent, redescendent, puis remontent. Mais est-ce que ça suffit pour parler de réussite? La persistance d'une population ne nous dit pas à elle seule ce que vivent les individus qui la composent. Une population peut parfaitement être durable tout en connaissant périodiquement des épisodes de malnutrition, de parasitisme et de mortalité massive. Soay ne démontre pas qu'un prélèvement humain aurait réduit cette souffrance. Aucune comparaison ne permet de l'affirmer. Mais Soay détruit une confusion très répandue. Une population qui persiste n'est pas nécessairement une population dont les membres vivent bien. Un exemple encore plus brutal permet de le comprendre. Sur l'île de Saint-Matthew, en Alaska, 29 rennes ont été introduits en 1944. En 1963, ils étaient environ 6000. L'essentiel de l'effondrement s'est produit pendant un hiver, l'hiver 1963-1964, après une forte dégradation des ressources et dans des conditions météorologiques exceptionnelles. Lorsque les chercheurs sont revenus en 1966, ils n'ont compté que 42 survivants. Là encore, il ne s'agissait pas d'une nature intacte. Les animaux avaient été introduits par l'homme, puis laissés à eux-mêmes. Mais leur population s'est bien régulée. Simplement, elle l'a fait de 6000 individus à quelques dizaines. Le mot autorégulation décrit le résultat démographique. Il ne nous dit rien de la douleur du processus. À ce stade, on pourrait conclure que l'absence de chasse mène toujours au même schéma, croissance puis effondrement. C'est faux et il faut le dire, parce que sinon toute cette démonstration ne serait qu'une sélection de cas qui nous arrange. Et sur cette chaîne, on fait pas ça. Dans les Alpes italiennes, le parc national du Grand Paradis couvre environ 70 000 hectares. Le bouquetin n'y est pas chassé, et pendant l'essentiel de l'histoire récente du parc, aucun grand prédateur n'y exerçait une pression suffisante pour contrôler fortement ses effectifs. Pourtant, après plus de 60 ans de comptage, la population n'a pas suivi la trajectoire de Saint-Matthew. Elle a fluctué entre environ 2600 et 5000 individus, sous l'effet notamment du climat, de la densité et de la survie des jeunes. Pas de croissance indéfinie.
Pas d'explosion suivie d'un effondrement comparable à celui des rennes de Saint-Mathieu ou des moutons de Soé. Attention cependant à ne pas tirer de ce cas plus qu'il ne peut démontrer. D'abord, le Grand Paradis n'est pas un espace sans intervention humaine. Le parc protège les bouquetins activement, surveille leur population et lutte contre le braconnage depuis plus d'un siècle. Ensuite, on compare pas seulement plusieurs modes de gestion, on compare aussi des espèces et des milieux très différents. Le bouquetin possède son propre rythme de reproduction, sa propre manière d'occuper l'espace et sa propre sensibilité au climat et à la densité. Remplacez-le par des chèvres, des cerfs ou des sangliers et la trajectoire pourrait être complètement différente. La conclusion permise par Gran Paradisio est donc limitée, mais importante quand même. L'absence de prélèvement ne conduit pas nécessairement à une croissance incontrôlée suivie d'un effondrement catastrophique. Elle peut fonctionner pour certaines populations, dans certains milieux, avec certains mécanismes naturels de limitation. Mais ça ne signifie pas qu'elle produirait le même résultat avec toutes les espèces et dans tous les territoires. Ce cas ne nous dit pas davantage si le bien-être individuel est meilleur ou moins bon que dans une population chassée. Parce qu'on ne dispose pas d'une expérience comparable qui permettrait d'additionner la faim, les maladies, la mortalité hivernale, les blessures provoquées par les tirs, le stress de la chasse et toutes les autres formes de souffrance. La bonne question n'est donc plus la nature peut-elle se réguler toute seule, elle devient quelles espèces, dans quel milieu, grâce à quels mécanismes et avec quelles conséquences pour les individus. Oui, ça se complique sérieusement. On est quand même loin des caricatures et de la propagande sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à examiner une autre confusion. Laisser un système évoluer seul et restaurer activement ses mécanismes naturels, est-ce vraiment la même politique? L'île Royale se trouve dans le lac supérieur aux États-Unis. L'île abrite depuis longtemps une population de loups et une population d'élans. Mais les loups se sont retrouvés de plus en plus isolés. La diversité génétique a chuté, la reproduction est devenue difficile et les maladies ont pris davantage de poids dans une population devenue minuscule. Autrefois, des loups du continent pouvaient parfois rejoindre l'île grâce aux ponts de glace hivernaux. Avec leur raréfaction, vous savez ce qui se passe au niveau climatique, il devenait de moins en moins raisonnable d'attendre un renouvellement génétique spontané. Le parc national a donc pris une décision particulièrement interventionniste. Entre l'automne 2018 et l'automne 2019, 19 loups ont été capturés ailleurs, transportés puis relâchés sur l'île. Voilà le paradoxe, pour conserver une relation que nous qualifions de naturelle, des loups qui chassent des élans, il a fallu capturer, transporter, sélectionner et déplacer les prédateurs. Ne rien faire n'aurait pas constitué un retour à une nature autonome. Ça aurait laissé disparaître localement le mécanisme de prédation, faute d'une arrivée spontanée de nouveaux loups. Île Royale ne prouve pas qu'il faudrait abattre des élans, c'est pas la question. Ce cas montre autre chose. Restaurer une régulation naturelle et s'abstenir d'intervenir sont deux politiques différentes. Le rewilding scientifique est une gestion, souvent lourde, coûteuse et techniquement complexe. Son objectif est de rendre ensuite le système plus autonome, mais cette autonomie est reconstruite par une décision humaine. Un dernier cas oblige toutefois à pousser la question plus loin, celui du sanglier. Oui, je sais, on revient toujours au sanglier. Aujourd'hui, la chasse constitue une part majeure de sa mortalité. Que se passerait-il si ce prélèvement disparaissait? La population finirait nécessairement par rencontrer des limites, comme toutes les populations. Mais sous quelle forme? Baisse de la reproduction, compétition alimentaire, maladies, parasitisme, mortalité des jeunes ou épisodes de famine? Et dans nos territoires actuels, cette autorégulation ne serait pas seulement naturelle. Des sangliers devenus beaucoup plus nombreux causeraient davantage de collisions et de conflits avec les activités humaines. Beaucoup finiraient probablement percutés, empoisonnés ou abattus illégalement par des propriétaires excédés. Autrement dit, supprimer la chasse ne supprimerait pas nécessairement la violence. Ça pourrait aussi la déplacer vers des formes moins contrôlées et potentiellement plus douloureuses. Dire que le sanglier s'autorégulerait ne suffit donc pas. Il faudrait mesurer le coût global de ce processus pour les animaux, puis le comparer à celui du prélèvement. Animaux tués, blessés ou dérangés, mais aussi souffrance naturelle et mortalité indirecte éventuellement évitée. Et c'est précisément ce bilan comparé qu'on n'a pas. Les militants anti-chasse, tout comme les chasseurs, ne peuvent pas affirmer que telle ou telle solution produira de fait moins de souffrance. C'est un fait. Mais ça ne répond toujours pas entièrement à notre troisième question. Même lorsqu'une intervention semble produire un meilleur résultat, avons-nous moralement le droit de tuer? Pour isoler ce désaccord, imaginons une situation volontairement simplifiée. Supposons que nous sachions avec certitude qu'un prélèvement tuerait rapidement quelques animaux, mais éviterait à un nombre plus important d'entre eux une dégradation longue et douloureuse. Le bilan global de souffrance serait meilleur avec l'intervention. La refuseriez-vous malgré tout?
Alors on peut répondre oui sans être incohérent, hein, attention. Ça signifie simplement qu'on ne juge pas une action uniquement à l'aune de ses conséquences. On considère que certains actes intentionnels, notamment tuer un animal qui ne nous menace pas, restent interdits, même lorsqu'ils permettent d'éviter davantage de souffrance. C'est une morale des droits ou des interdits, plutôt qu'une morale fondée uniquement sur le meilleur bilan possible. Alors évidemment, le monde réel n'offre presque jamais une telle certitude. Nous ne savons toujours pas combien d'animaux mourraient sans intervention. Nous ne savons toujours pas si un prélèvement éviterait réellement ces morts, s'il les repousserait seulement, ou si la population compenserait rapidement les animaux retirés. Nous arrivons donc à une frontière que l'écologie ne peut pas franchir seule. Les faits peuvent nous renseigner sur les conséquences probables de nos choix, mais ils ne décident pas à notre place du poids que nous accordons à ces conséquences, ni des actes que nous jugeons moralement permis. Alors récapitulons ce que chaque cas nous a vraiment démontré. La réserve néerlandaise, que je ne vais pas encore dire son nom, montre que dans un système clôturé construit par l'homme, refuser une régulation préventive ne supprime pas la mise à mort. Ça peut la reporter jusqu'au moment où l'état des animaux s'est déjà dégradé. Soe montre qu'une population peut persister durablement tout en connaissant des épisodes sévères de souffrance et de mortalité. Saint-Mathieu montre jusqu'où peut aller l'effondrement d'une population introduite puis abandonnée. Grande Paradisio montre l'inverse. L'absence de chasse n'entraîne pas nécessairement une catastrophe. Et Île Royale montre que restaurer des mécanismes naturels peut exiger une intervention humaine massive. Aucun de ces cas ne prouve que la chasse réduit généralement la souffrance animale. Mais aucun ne permet non plus de prétendre que l'absence de mise à mort humaine constitue automatiquement une politique de bien-être. Il est là le cœur du sujet. Vous défendez la régulation au nom du bien-être animal? Alors il faut démontrer, cas par cas, qu'il améliore réellement le bilan. Moins de souffrance, moins de blessures, moins de mortalité prolongée. Il faut comparer l'intervention à ce qui se produirait réellement sans elle, tenir compte des animaux blessés, du dérangement, de la capacité de la population à compenser les prélèvements et des autres solutions possibles. Évoquer la famine, les maladies ou les dégâts ne suffit pas. Il faut établir que le prélèvement réduit effectivement ces phénomènes et qu'il ne sert pas simplement à habiller d'un argument de bien-être une pratique poursuivie pour d'autres raisons. Mais la même exigence vaut pour ceux qui défendent l'interdiction de tuer au nom du bien-être animal. Refuser la mise à mort humaine ne suffit pas à démontrer que les animaux souffriront moins. Alors oui, ça permet d'éviter un acte visible, intentionnel, dont l'être humain est directement l'auteur. Mais ça ne fait pas disparaître les autres issues possibles. La faim, les parasites, les maladies, les blessures, la prédation, les crashs démographiques ou les mortalités plus désordonnées, provoquées par les conflits avec les activités humaines. L'abstention a elle aussi un coût. Parce que dire que ces morts sont naturelles ne permet pas de les retirer du bilan. Pour l'animal concerné, une souffrance ne devient pas moins réelle parce qu'elle n'a pas été intentionnellement infligée par un humain. Il faut donc comparer deux situations complètes, et non un acte humain isolé, à une nature abstraite dans laquelle rien de douloureux ne se produirait. Que deviennent les effectifs sans prélèvement? Par quels mécanismes seront-ils limités? Combien d'animaux mourront? Dans quelles conditions? Et après quelles souffrances? Quelles mortalités indirectes apparaîtront si les populations entrent davantage en conflit avec les humains, les cultures, les élevages, les routes, les propriétaires? Et existe-t-il des interventions non létales crédibles, j'insiste, capables de produire un meilleur bilan à une échelle réaliste? Vraiment, je veux dire, au-delà des yaka faucons, un truc démontré scientifiquement, quoi. Ah bah c'est le thème. Si on peut démontrer que l'abstention réduit effectivement la souffrance totale, alors l'argument du bien-être tient. Mais si l'interdiction de tuer est maintenue même lorsque ses conséquences sont plus douloureuses pour un plus grand nombre d'animaux, la position change de nature. Elle ne repose plus du tout sur le bien-être animal, mais sur une considération morale. Parce que la nature ne nous fournit pas une réponse morale toute faite. Le simple fait qu'une mort soit naturelle ne la rend pas plus douce. Et le simple fait qu'une intervention soit humaine ne la rend pas plus juste non plus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura su vous donner des pistes de réflexion. Abonnez-vous, rejoignez cette chaîne pour du contenu exclusif de moi qui dit des trucs sans montage et un peu à l'arrache, faut reconnaître. Voilà, restez au frais. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.